premier jour à Palerme, capitale de la Sicile. Et nous nous trouvons devant la Porta Nuova. Dans la lumière du soleil, le quartier monumental est de toute beauté. Juste à côté de la Porta Nuova se trouve le palais royal ou palais des Normands. La Porta Nuova originelle datait de 1565. Elle a été reconstruite au XVIIe siècle avec cette loggia et un toit en pente avec l'aigle impérial. Sous la Porta Nuova. Sur la face ouest de la Porta Nuova figurent des Atlantes ou Télamons. Ils représentent les Turcs qui ont été battus par l'empereur Charles Quint. Il y a un petit jardin attenant avec un arbre dont les racines m'évoquent un alligator. À présent, nous allons aller voir la cathédrale de Palerme. Gendarmerie là-bas a beaucoup d'allure. La belle palmeraie là-bas est la Villa Bonanno. En mars, température idéale pour visiter Palerme, car en juillet-août, la température peut dépasser les 40. Depuis le palais royal, on doit pouvoir avoir une bonne vue sur le jardin de la Villa Bonanno. La visite du palais des Normands, ce sera pour une autre fois. Avec le recul, on voit mieux le toit en pente de la Porta Nuova. Le Palazzo Reale, palais royal, contient la magnifique chapelle palatine avec ses mosaïques byzantines. J'ai le cœur serré en voyant les platanes dans Palerme. La sécheresse est si intense en Sicile que le 19 mars, les feuilles ont l'air d'être des feuilles automnales. Il y a des chutes de feuilles de platane alors que le printemps n'est même pas encore officiel. La lumière est bientôt aussi intense en mars en Sicile que si l'on était en juin en France. Les montagnes autour de Palerme.
Toute l'élégance italienne est là. Drôle d'oiseau. La Villa Bonanno occupe la majeure partie de la Piazza della Vittoria, place de la Victoire. Il s'agit vraisemblablement de la victoire de Vittorio Veneto contre l'Autriche-Hongrie à la fin de la Première Guerre mondiale. De l'autre côté, ça fait encore plus Palmeraie. L'ampleur de ces cactés, ici les orgues de Barbarie, est absolument surprenante. Poursuivons vers la cathédrale. Quelques petits mots sur Palerme pour vous situer. Palerme est la capitale de la Sicile et compte environ 700 000 habitants, 1 million avec la banlieue. Ses habitants sont les Palermitains. La ville est un modèle parfait du syncrétisme, cette fusion des cultures. En effet, la ville, fondée par les Phéniciens, a été tour à tour dominée par les Grecs, les Romains, les Byzantins, les Arabes, les Normands, cocorico, je suis normand, les Allemands, les Angevins, les Espagnols, les Savoyards, les Autrichiens, à nouveau les Espagnols, puis l'Italie, depuis 1861. Et chaque civilisation nouvelle s'est bien gardée de détruire les apports de l'ancienne. Tout s'est superposé, a fusionné. Les cactés se mêlent aux palmiers. Petit à petit, on se dirige vers la cathédrale. Lumière de 19 mars.
Les Arabes ont dominé la Sicile pendant 2 siècles et demi. Et l'un des exemples de ce qu'ils ont apporté sont les agrumes. Mais il y a eu aussi la vigne, le riz, les pêches, toute une série de choses. À présent, quittons la Villa Bonanno et allons voir la cathédrale qui est juste à 2 pas. Une cathédrale aux allures de forteresse. Une cathédrale composite, mélange de nombreux genres. La cathédrale est flanquée sur le côté par le musée diocésain. L'édifice religieux bénéficie lui aussi d'un petit jardin plus modeste. La cathédrale est surtout réputée pour son magnifique extérieur et puis également pour la montée sur les toits. L'intérieur est plus austère. Au départ, il y avait ici une basilique byzantine. Puis, quand au IXe siècle, les Arabes ont conquis la Sicile, ils en ont fait une mosquée. Il y avait d'ailleurs 300 mosquées dans Palerme. Balarme en arabe. Et puis, au XIe siècle, les Normands sont venus et ils ont transformé la mosquée en cathédrale. Mais évidemment, il y a des éléments qui sont postérieurs. Vous voyez que cette coupole n'est pas moyenâgeuse. Ce qui attire tout de suite le regard, c'est le portique sud, de style gothico-catalan. Et oui, catalan, car la Sicile a été longtemps possession espagnole. Sur une des colonnes de l'entrée figure un verset du Coran, car en effet des éléments de l'ancienne mosquée ont été recyclés dans la cathédrale. Voici le verset du Coran en question. Intérieur de la cathédrale de Palerme. Ce n'est pas le plus bel édifice religieux à l'intérieur pour les églises de Palerme, mais ça en jette quand même. Il y a ici une petite maquette de l'édifice.
représentation du musée diocésain que nous avons vu tout à l'heure. Le portique sud. Nous n'avons pas encore vu en réel le chevet, nous le verrons tout à l'heure. Il est de toute beauté. De l'édifice religieux bâti par les Normands, nous voyons qu'il y a eu une grande transformation, puisqu'ici tout est baroque, influence espagnole par conséquent. Les mini-coupoles dans les bas-côtés. Saint-Christophe. Sainte-Olive à gauche, Sainte-Agnès à droite. Pauvre Adam et Ève. Quelle idée aussi de mettre un pommier dans un jardin dont on n'a pas le droit de manger les fruits. Il faut vraiment avoir l'esprit tordu. Les bénitiers en marbre de Domenico Gaggini sont de toute beauté. Saint-François. Sainte-Christine, Saint-Laurent, qui a eu une fin un peu cuisante, Saint-Étienne à gauche et à droite Saint-Antoine. Je suis réconcilié avec l'intérieur de cette cathédrale qui me paraît très bien. Les guides disaient qu'elle était austère, je ne trouve pas. La coupole. Des signes du zodiaque. Poisson et Cancer. Saint-Côme et Saint-Benoît. Pauvre Saint-Sébastien, percé de flèches. Les stalles, les orgues du cœur.
À mon avis, les rédacteurs des guides touristiques avaient bu lorsqu'ils disaient que l'intérieur de la cathédrale était austère, parce que moi je trouve ça magnifique. Allons voir les toits et terrasses. Il faut se glisser derrière cet hôtel pour accéder aux marches. Hop. 110 marches en colimaçon, étroites. On arrive à un palier. Les coupoles sont pourvues de tuiles vernissées. Les clochers sont une trace, les tours sont une trace du style normand. Reprenons la montée. Vue sur le musée diocésain. Ce n'est plus du marbre cette fois. J'avais vu des images, mais je ne pensais pas que c'était aussi beau que ça. La brume de mer. Vue sur le palais royal, palais des Normands. Il est difficile de mieux réussir en termes de météorologie.
Faisons le tour de la coupole. En redescendant, on peut voir les tombes royales. Un appareillage pédagogique indique l'histoire de la Sicile au Moyen-Âge. Il compte comment les Normands ont conquis la Sicile sur les Arabes au XIe siècle. Puis le siècle suivant, par héritage, la Sicile a été transmise au Saint-Empire romain germanique. La fille d'un roi normand de Sicile avait épousé en effet un empereur germanique. Très beau bas-relief. Ce tombeau est celui de l'empereur Henri VI. Celui-ci, celui de l'impératrice reine Constance. Voici la tombe d'un roi normand, Roger II. Il a régné au XIIe siècle. Vous vous demandez peut-être quelle est la matière de ces tombeaux. En rouge, c'est du porphyre. Et il y a encore des fleurs ici. Devant le tombeau d'un homme mort au XIIIe siècle, Frédéric II de Hohenstaufen, le stupor mundi, la stupeur du monde. Empereur d'Allemagne, Frédéric II de Hohenstaufen était également donc roi de Sicile. Il résidait ici et il était connu pour son amour de l'Orient et des arts. 9 siècles plus tard, il est toujours connu. Et l'on dit vivit et non vivit. Il ne vit plus et pourtant il vit encore. Ce bas-relief, c'était la tombe de Constance d'Aragon, et qui est la mère de Frédéric de Hohenstaufen. Ici, le tombeau de Guillaume, duc d'Athènes. On ne s'ennuie pas à Palerme.
La cathédrale comporte également une crypte, reste de la basilique byzantine, et également un trésor et une abside. Une petite pause sur un revêtement de marbre. Le chevet mérite vraiment le coup d'œil. Derrière la cathédrale, il y a un tout petit jardin assez sympa. Ce qui est très intéressant avec le chevet, c'est qu'il a conservé son apparence du XIIe siècle, de style arabo-normand. Remarquez les motifs géométriques, les incrustations de lave. Et voyez les superbes palmiers sur la place des 7 anges. Il y a eu des fouilles sur la place des 7 anges qui ont permis de mettre à jour les restes d'une maison romaine. Poursuivons dans la direction des Quattro Canti. On emprunte la rue Victor-Emmanuel. Nous passons devant l'église du Saint-Sauveur. Nous arrivons sur la Piazza Bologna. Sur cette place, on trouve une statue de l'empereur Charles Quint. La place Bologna est bordée de nombreux palais. Un palais à restaurer. Entrée du musée d'art contemporain de Sicile. Le mémorial contre la mafia. À droite, le musée d'art contemporain de Sicile.
Nous arrivons au Quattro Canti, point névralgique de Palerme. Entrée de l'église Saint-Joseph des Théatins. Les 4 coins, 4 immeubles, délimitant 4 quartiers. Les fontaines aux 4 coins correspondent aux 4 rivières qui arrosent Palerme. Les fontaines sont encadrées de colonnes à chapiteaux doriques. Au-dessus des fontaines, une niche avec une statue de vice-roi espagnol. Les colonnes sont à chapiteaux ioniques. On est carrément sur un hippodrome. Au-dessus des vice-rois espagnols, une statue de sainte. Il y a Christine, Olive, Agathe et Nymphe. Les 4 quartiers délimités par les Quattro Canti sont l'Albergeria, la Calza, le Capo et donc la Loggia. L'endroit est un poil fréquenté et bruyant. Sur la droite, la Piazza Pretoria et la fontaine du même nom. Cette fontaine, initialement, devait être destinée à la ville de Florence, en Toscane. Et c'est finalement Palerme qui l'a acquise. La coupole de l'église Saint-Joseph des Théatins. De ce côté, la place Bellini. Et donc ici, la place Pretoria. Assurément, la plus belle fontaine de Palerme et l'une des plus belles d'Italie. Les religieuses du coin l'avaient baptisée Fontaine de la honte. En effet, elles étaient horrifiées de voir certaines pièces anatomiques dont elles n'avaient pas l'usage, du moins en principe. Ici le palais Pretorio, ou palais des Aigles, siège de la commune de Palerme. Église de la Martorana, face à nous. Église monastère Sainte-Catherine d'Alexandrie, sur la place Bellini.
Nous sommes au pied d'une ancienne mosquée, désormais église Saint-Cataldo. Nous visiterons ces belles curiosités un autre jour. Cet après-midi, nous avons prévu, pour changer, d'aller voir le front de mer et peut-être le jardin botanique, selon notre humeur. Via Volturno. Cet après-midi, finalement, nous n'allons pas aller au jardin botanique. Nous réservons cela à un autre jour. Nous allons nous balader vers le port. Le bâtiment là-bas, c'est le Teatro Massimo. Place Giuseppe Verdi. Le Teatro Massimo de Palerme est l'un des plus grands théâtres lyriques d'Europe. Devant le Teatro Massimo. Beau chapiteau corinthien. Engageons-nous dans la Via Barra. Volkswagen. Yeah. Opéra des marionnettes. Ruelle Saint-Guillaume. La piété partout. Nous débouchons sur la Piazza Olivella avec le musée national Salinas. Il s'agit d'un musée archéologique régional. À côté, une belle église baroque, Saint-Ignace d'Olivella. Nous poursuivons parce que nous avons envie de voir le port et la mer. Au nord de la Sicile, la mer Méditerranée porte le nom de mer Tyrrhénienne. Nous sommes tout proches de l'oratoire de la ville sainte. Palerme, splendeur et décrépitude. Le palais Branciforte fait partie des musées qu'il faut voir à Palerme. Rue de Lampedusa. Palais du prince de Lampedusa. Entrée de l'oratoire de la ville sainte. Un chef-d'œuvre baroque. Avant de pénétrer dans l'oratoire proprement dit, ici, une petite loggia à l'italienne du plus bel effet. Allons à la billetteria. Et voici un buste du fameux Giacomo Serpota qui a fait tant de décorations en stuc dans la ville. Au moins il n'a pas froid pour l'hiver. Nous voici à l'intérieur de l'oratoire de la Cité Sainte.
Et il y a effectivement beaucoup de stucs ici. Grâce à Giacomo Serpota, les Angelots s'en donnent à cœur joie. Le couronnement de la Vierge. Ah, il faut bien faire un peu de musique au paradis si l'on s'ennuie. Quelques beaux tableaux dans une petite pièce à côté, derrière les stucs. Je pense que vu ma taille, cette robe de bal ne m'irait guère. L'oratoire a été élevé pour célébrer la victoire du christianisme sur l'islam à la suite de la bataille de Lépante en 1571. L'arbre que nous avions vu est un faux capoc, originaire d'Amérique du Sud. On poursuit vers le port alors que le temps se couvre un peu. En approchant du port, les quartiers sont un peu plus populaires. En juillet 1943, avant de débarquer en Sicile, les Américains ont copieusement bombardé Palerme, et notamment autour du port. La Cala, le vieux port. Après cette simple vue de la Cala, nous nous dirigeons vers le Foro Italico. Église Sainte-Marie de la Chaîne.
La silhouette du Monte Pellegrino. Au pied se trouve la station balnéaire de Mondello, tant appréciée par les Palermitains. Nous allons arriver au Foro Umberto I, mais on lui a gardé son nom de Foro Italico. C'est le front de mer. De beaux strelitzia, ou oiseaux de paradis. La Porta Felice. Cette porte date de 1582. Nous sommes tout proches du Foro Italico. Allons voir la mer. Je sais pas, Le Monte Pellegrino. Mistigri profite du Corso Italico. Au large de Palerme. Pas la journée idéale. Sur le front de mer. Qu'un jour j'aille filmer le festival du cerf-volant à Dieppe, en ma belle Normandie, c'est tous les 2 ans. Et voilà, j'étais un assassin sans le savoir. Bon, peut-être que le tourisme amène quand même des devises à Palerme. Le front de mer à Palerme n'est pas le plus beau du monde. Ça ne vaut pas la promenade des Anglais à Nice. Palerme s'étend loin vers l'est. Nous sommes en bordure de la Villa Giulia qui est couplée au jardin botanique. Cependant, nous viendrons une autre fois, profitant, nous l'espérons, d'un temps plus bleu. Nous allons aller poser nos fesses dans une gelateria qui est à proximité et que j'ai repérée. Ce palais est un peu décrépit. Voici la grande coupe que j'ai achetée à la gelateria. Il y a Smarties, pistache et figurez-vous, soupe anglaise. C'est bien la première fois que je goûte une glace soupe anglaise. Plutôt pas mal cette gelateria Ilardo.